Salut SV, je vous présente dans cette vidéo l'explication du document 2, les maladies autosomales dominantes, dans le chapitre 5, génétique humaine. Après avoir vu les maladies autosomales récessives, nous passons maintenant aux maladies autosomales dominantes. C'est préparé par moi, Yara Khawant. Nous commençons avec une première maladie qui est la chorée de Huntington. La chorée de Huntington est une maladie héréditaire qui se manifeste seulement à l'âge adulte, entre 30 et 50 ans. Les symptômes comprennent des mouvements non contrôlés, incohérents et des troubles psychologiques éventuels. Cette maladie est due à une lésion de certains neurones du système nerveux. Sa fréquence est très faible, elle est de 0,4 à 0,8 pour 10 000 personnes. Donc faites attention à cette information-là. Le gène de la chorée de Huntington est porté par la paire de chromosomes numéro 4. La première question vous dit, à partir du texte, précisez la localisation du gène de la maladie, c'est-à-dire s'il est porté par un autosome ou bien sur un gonosome. Pour les maladies récessives, on était habitué à commencer par éliminer si elle est portée par Y, puis si elle est portée par X, pour dire enfin, elle est portée par un autosome. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé de faire ça, parce que tout simplement, le texte m'indique, parce que là, ils ont dit à partir du texte, donc ce n'est pas une analyse logique que je vais faire. Simplement, je regarde le texte, ils m'ont dit tout clairement qu'elle est portée par la paire de chromosomes numéro 4. Donc, c'est une paire entre 1 et 22, ce n'est pas la 23e paire, et donc, obligatoirement, c'est un autosome. Et vous dites, le gène de la maladie est autosomal, comme il est porté par la paire de chromosomes numéro 4. La question 2 vous dit, déduire si l'allèle de la maladie est dominant ou récessif. Je regarde le pédigré de la maladie, je vois que dans toutes les générations, j'ai un individu qui est atteint. Donc en rouge, c'est ce qui est atteint. Et en plus, pour chaque individu malade, il a obligatoirement au moins l'un de ses parents qui est atteint. Vous regardez de génération en génération, c'est la même chose. Et en plus, ils m'ont dit dans le texte que la maladie est rare, donc 0,4 à 0,8 pour 10 000 personnes. C'est une fréquence très faible. La maladie est très rare. Donc je ne peux pas considérer que tous les parents sains sont hétérozygotes. Ce n'est pas possible dans toute la population que les sains soient hétérozygotes. Parce que regardez là, si j'ai cet homme sain, si la maladie est récessive, donc il est grand N, petit m. Et sa femme va être obligatoirement petit m si je considère que la maladie est récessive. Donc ils vont transmettre à cet individu, à cette fille malade-là, un petit m. Elle va recevoir un petit m de son père et un petit m de sa mère. Elle serait malade. Mais je ne peux pas considérer que tous les individus sains sont hétérozygotes pour transmettre la maladie à leurs enfants de cette façon. Et par la suite, la maladie doit être probablement dominante. Et donc c'est comme ça que vous répondez à une telle question pour les maladies dominantes. Vous dites, ce qui est en bold, vous devez le mettre obligatoirement et vous pouvez ajouter ce qui est souligné, c'est mieux. Vous dites, chaque enfant atteint a obligatoirement au moins un de ses parents atteint. Et en plus, la maladie ne saute pas de génération, c'est-à-dire elle n'a pas dépassé une génération où tous les individus sont sains. Dans toutes les générations, il y a un individu atteint. Et c'est une maladie rare pour considérer que tous les parents sains sont hétérozygotes, pour considérer que l'allèle de la maladie est récessive. Cette phrase, vous devez obligatoirement l'ajouter lorsque vous dites la maladie ne saute pas de génération. Ok, et c'est mieux de mettre toute cette justification à chaque fois qu'on vous demande de déterminer si l'allèle est dominant ou récessif et que la maladie est dominante. Et vous tirez la conclusion, donc la maladie est dominante. S'il vous plaît, cette réponse est à retenir. Et juste après avoir déterminé dominant récessif, je dois toujours donner les symboles. Alors vous dites l'allèle de la maladie est dominant de symbole grand M et l'allèle normal est récessif de symbole petit n. Donc c'est la même logique pour la suite, c'est la même logique que les maladies récessives, mais à l'inverse. C'est-à-dire cette fois c'est le malade qui est dominant et le récessif qui est normal. Donc juste attention à ça. Alors
Tout comme on a fait pour les maladies autosomales récessives, on va faire maintenant pour les génotypes des individus pour la maladie dominante qui est toujours autosomale. La question 3 vous dit écrire les génotypes des individus 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 en justifiant la réponse. Alors, je commence avec les individus 3.1. Donc, si vous voyez là, 3.1, il est normal. Et vous savez que la maladie est dominante. Donc, le normal, c'est le récessif. Et vous savez que le récessif ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Donc, obligatoirement, il est petit n, petit n. C'est la même chose pour quel individu? Je cherche les individus sains. Donc 3, 2, non, il est malade, c'est une autre justification à faire. 3, 3, il est sain, je lui donne la même justification, c'est petit n, le récessif ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Et de même pour 3, 4. Par contre, pour l'individu 3, 2, c'est un individu de phénotype atteint, c'est une femme atteinte. Et je sais que la maladie est dominante. Le dominant s'exprime à l'état homo et hétérozygote. Donc cette femme peut être grand M ou bien grand M petit n. Alors cette fois je ne peux pas savoir c'est quoi son génotype sûr et exact. Donc je dois regarder sa descendance, ses enfants. Je me dis voilà, elle a une fille atteinte et un garçon sain. Donc ce garçon sain, il est obligatoirement petit n, parce qu'encore une fois, le récessif ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Alors, il a reçu un petit n de son père, qui est n, petit n, et un petit n de sa maman, obligatoirement. Et par la suite, la mère est de génotype grand M, petit n. Tout ce que j'ai dit est écrit là. C'est la même justification en général lorsqu'on vous demande de déterminer les génotypes. Alors vous dites les individus 3.1, 3.3 et 3.4, vous les nommez, tous ceux qui sont sains sont de génotype, vous le donnez car la maladie est autosomale dominante et ils sont normaux récessifs. Et vous dites la fameuse phrase qui dit le récessif ne s'exprime qu'à l'état homozygote, vous prenez la note complète. Pour l'individu qui est malade, vous dites le génotype de 3.2. N'oubliez jamais d'indiquer le numéro de la génération et le numéro de l'individu, les deux. Alors là, je vais dire peut-être grand M petit n ou bien grand M, car elle est atteinte de phénotype dominant. Donc c'est le phénotype dominant là qui peut s'exprimer à l'état homozygote ou hétérozygote. Mais comme elle a donné naissance, je passe à la descendance, comme elle a donné naissance à un enfant sain, et je l'indique, c'est 4,2, qui est récessif, c'est donc de phénotype récessif bien sûr, qui a hérité obligatoirement un allèle n, petit n, de chacun de ses parents. Donc le génotype de 3,2 est grand M, petit n, il est hétérozygote. La question 4 vous dit, sachant que les individus 3,3 et 4,2 n'ont pas atteint l'âge de 30 ans, calculez la probabilité pour que, c'est-à-dire le risque, pour que ces deux individus soient atteints de la maladie est justifié. Je reviens au texte pour comprendre cette question. Ils ont dit que cette maladie héréditaire ne se manifeste qu'à l'âge de 30 à 50 ans. Donc entre 30 et 50 ans, elle se manifeste, elle apparaît. Et donc tous les individus qui ont moins de 30 ans, je les représente dans le pédigré comme étant des individus normaux. Mais moi, je ne suis pas sûre s'ils sont normaux ou non, sauf si je suis sûre de leur génotype. Donc, si je suis sûre qu'ils sont petit n, je peux dire qu'ils sont normaux même après 30 ans. Mais si je vois seulement leur phénotype sans être sûre de leur génotype, je ne peux pas être sûre s'ils sont normaux ou bien ils vont développer la maladie après 30 ans. Donc, comment je peux calculer là le risque ? Le seul risque que ces individus, donc je reviens à leur numéro, ils ont demandé les individus 3,3 et 4,2. Alors les voilà, 3,3 et 4,2. C'est une femme normale avec un homme normal. S'ils sont N1, donc il n'y a pas de risque, ils sont sains même après 30 ans. Le seul risque, la probabilité qu'ils développent la maladie après 30 ans, c'est qu'ils soient hétérozygotes. Hétérozygotes, c'est-à-dire ils sont
grand M, petit n. Par la suite, je dois faire un échiquier de croisement pour m'assurer de ce risque. Pour faire cet échiquier, je dois voir leurs parents. Ils proviennent tous deux d'un parent normal et d'un autre parent atteint qui est hétérozygote. Parce que nous avons déjà justifié qu'ils sont hétérozygotes, les malades là, parce qu'ils ont un enfant sain. Donc, tous les malades de ce pédigré sont hétérozygotes. Les parents, je parle. Ils sont hétérozygotes. Et donc, c'est comme ça que je réponds dans un tel type de question. Vous dites les individus, vous les nommez, sont soit homozygotes récessifs, soit hétérozygotes, car ils proviennent tous deux d'une maman malade et d'un père sain. Je ne peux pas savoir parce qu'ils n'ont pas atteint l'âge de 30 ans pour savoir leur phénotype. Alors, si je veux savoir leur génotype, je dis le risque qu'ils soient atteints, c'est le risque qu'ils soient hétérozygotes. Parce que s'ils sont récessifs, homozygotes, ils ne vont jamais développer la maladie. Sauf s'ils sont hétérozygotes, ils vont le développer. Ce risque qui est de 1,5, comment j'ai su? J'ai fait l'échiquier. Un parent atteint qui est grand M petit n et un autre parent sain qui est petit n. Alors, d'après l'échiquier, j'obtiens 50% un individu hétérozygote malade et 50% un individu homozygote sain. S'ils appartiennent à ces individus qui sont hétérozygotes malades, alors ils vont développer la maladie dans un pourcentage de 50% ou bien une fraction, ça forme le risque, est de 1,5.